Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Expectative, ferveur, mobilisation, Ziguinchor vibre à 24 heures de l'arrivée du chef de l'État dans la ville. Les populations se démultiplient pour lui réserver un accueil sans précédent après le choix porté sur la région pour lancer le projet Pôle de développement de la Casamance. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux pour parler des infrastructures, du tourisme et des attentes liées à cette visite du président Macky Sall. Des bouts de bois de Dieu dans un petit bout du Sénégal en Arabie Saoudite, c'est le reportage du jour que nous propose Mindour. Notre Aya nous parle de la deuxième école sénégalaise à l'étranger après celle de Bandioul, l'école internationale de Djeddah, ouverte en 1999. Un fonds de fortune, une forêt appelée Dio, des amas de coquillages. Voici le décor qu'offre l'île de Niodior, village de pêcheurs. La localité est dans le viseur de notre reporter Ibrahim Ndong, à suivre dans la rubrique découverte du dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, direction Ziguinchor pour retrouver nos envoyés spéciaux sur place qui vont nous parler justement de l'effervescence qui prend de l'ampleur dans la ville, qui doit accueillir le président Macky Sall demain lundi pour y lancer le projet Pôle de développement de la Casamance. Nous sommes en direct avec Françoise Sec. Alors Françoise, nous sommes dans la région de la reine du Kassa, Aline Sitoé Diatta. De quoi vous dire en Diola, Kassoumay. Kassoumay Ibrahim Djidjou, fille du Terra. Alors bienvenue à Ziguinchor. Nous sommes en direct de cette place historique et mythique qui porte le nom de l'héroïne de la Casamance, Aline Sitoé Diatta. Et comme vous le savez, toute une région est en effervescence et se mobilise pour accueillir le chef de l'État qui, je le rappelle, arrive demain. Alors, que représente cette visite du chef de l'État pour les populations de Ziguinchor? À quelques heures de ce grand événement, Pape Madi Diop s'est promené dans quelques artères de la capitale du Sud. Entre attente et espoir, les populations se prononcent sur cette visite du chef de l'État. Suivons le reportage de Pape Madi Diop. La visite du chef de l'État à Ziguinchor est partie pour battre bien des records de mobilisation. Une venue qui va, selon certains, revaloriser le vécu des populations. La venue du président vraiment nous reconforte. Donc nous l'attendons et on espère vraiment qu'il viendra avec beaucoup de projets et de réalisations pour plus de développement. La Casamance, c'est une région qui est un peu loin de Dakar. Bon, et la Casamance souffre, vous voyez. Donc si vraiment il peut vraiment prendre en charge ces problèmes, qu'il puisse trouver des solutions, je pense que ça fera du bien pour toute la population casamançaise. Pour d'autres, la paix et l'unité doivent être privilégiées pour le développement de la région qui a beaucoup souffert. Avec la crise casamançaise, donc la région a besoin du développement pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. La venue du président Macky Sall à Ziguinchor est une opportunité. Ça permet de donner une visibilité à la région, que la paix s'installe, que les gens sont en activité. Et je crois qu'il accorde une importance capitale à cette région parce qu'il est venu 2 fois en si peu de temps. Donc c'est une opportunité pour que les investisseurs viennent, qu'ils sentent qu'il y a la paix. Avec la paix, on peut tout faire. Pour d'autres encore, la visite du chef de l'État est porteuse d'espoir face au chômage des jeunes, à la réhabilitation des infrastructures. Il y a l'emploi des jeunes, il y a les rues qui ne sont pas en bon état, il y a aussi le problème des soins parce que les hôpitaux ne sont pas des hôpitaux qu'il faut. Donc je pense que ça fait partie des problèmes de la Casamance. Monsieur le Président de la République, aider ces jeunes de la Casamance, développons le pôle de l'agriculture, donc de la Casamance. Ça va permettre aux étudiants non orientés de pouvoir dire leur opinion. Il nous a fait des promesses. On veut qu'il tienne à ces promesses-là. La population de Ziguinchor compte beaucoup sur le président. Sur toutes ces préoccupations, le président Macky Sall ne manquera certainement pas d'apporter tout son soutien à cette région qui en attend besoin.
Voilà, Ibrahima Diédhiou, et puis le soutien du chef de l'État se traduit en projet, et pour résoudre le problème du désenclavement de la région, 600 km de pistes seront réalisées d'ici à 2015. Le Fogny, le Kalounaye, le Pakao et le Fouladou sont au programme, mais déjà certaines localités et d'importants ouvrages sont réhabilités, nous dit Bachir Ba. Le pont Émile Badiane de Ziguinchor et le pont Katakalous sur la route de Cap Skirring. Deux ouvrages jadis menacés de ruines réhabilités. Nous avons eu à faire deux réhabilitations de deux grands ouvrages. Je veux parler du pont Émile Badiane et du pont de Katakalous, qui étaient dans un état de dégradation assez avancé quand même, surtout au niveau des fondations, des pieux, des piles. Les activités ont repris leur cours normal, tout comme la circulation sur certaines artères de la commune de Ziguinchor. Les doléances des populations étaient de pouvoir réhabiliter en tout cas tous les axes empruntés par les transports en commun. Donc nous avons privilégié ces axes-là pour un premier temps, et demain, avec la mise en place des autres financements, nous allons continuer à réhabiliter la voirie communale de Ziguinchor. À l'ouest de la région, près de l'océan Atlantique, se trouve Djemberin, localité longtemps enclavée. Elle est devenue accessible grâce au bitumage de cette route. Lorsqu'une femme devait être évacuée, c'était avec beaucoup de difficultés. Il fallait payer entre 15 000 et 20 000 francs. Soit la femme accouche en cours de route, soit elle décède. La liaison entre Cap Skirring et Djemberin, c'était quelqu'un qui arrive de Ziguinchor et qui atterrit à Ziguinchor, au Cap. Il est obligé de passer la nuit parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas rentrer. Mais maintenant, à tout moment, du Cap Skirring jusque-là, tu peux arriver. On évacue les malades rapidement et puis c'est fini, c'est ça. La route est très importante pour nous. Les gens ont souffert. Ça fait au moins plus de combien, 10 ans ou 20 ans, les gens parlaient de cette route. Heureusement pour nous, aujourd'hui, on n'en parle plus. Par Djemberin, on peut faire 4 à 5 minutes. Au-delà de ces réalisations, c'est toute la Casamance qui est concernée par ces infrastructures. Vélingara, Mandadouane, la route des Kalounaye, mais aussi et surtout la boucle du Fogny. Le département de Bignona doit être désenclavé. C'est un département où il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu prends par exemple la boucle du Fogny qui part de Balingor jusqu'à Djibidjon en revenant sur Sindian pour sortir sur Bignona, c'est un axe très important et qui désenclave une frange importante de la population de Bignona. Aujourd'hui, cet axe est dans nos palettes. Avec le lancement du projet Pôle de développement de la Casamance, près de 600 km de pistes sont au programme d'ici à 2015. Une aubaine pour la Casamance. Merci Bachir, une aubaine pour la Casamance, et surtout que tous les secteurs d'activité sont concernés par cette visite du chef de l'État. Et en prélude justement à la visite du chef de l'État, les acteurs du tourisme se sont penchés sur les problèmes qui secouent ce secteur à Ziguinchor. Ils comptent sur le soutien du président Macky Sall pour booster ce maillon important de l'économie régionale, nous dit Habibou Mbaye. Face à la presse, les acteurs du tourisme de la région sud ont voulu attirer l'attention du chef de l'État sur les maux qui gangrènent le secteur touristique. Un désenclavement de cette région, que ce soit un désenclavement aérien, puisque ça concerne le tourisme surtout, les enclavements terrestres, parce que vous avez suivi les soucis qu'il y avait ces temps-ci sur la Transgambienne. Le désenclavement aussi maritime. Sans le dragage du fleuve, on ne peut pas faire venir des gros bateaux. Nous essayons d'interpeller l'État pour qu'il nous accompagne. Très inquiet face à la fermeture de plusieurs structures hôtelières, il préconise la libéralisation du transport aérien et la création d'un fonds de garantie. Il faut que l'État décide de mettre ici un fonds géré par les opérateurs économiques, et que les opérateurs économiques puissent tirer quelque chose de ce fonds-là, de manière à ce qu'ils développent leurs activités économiques, à ce qu'ils puissent accompagner aussi l'économie de cette région. Les zones touristiques de Kafountine, Ziguinchor et Cap Skirring
voient chaque année le nombre de leurs visiteurs baisser. Nous, on veut faire du protectionnisme, mais il faut laisser toutes les compagnies venir. Vous voulez venir au Sénégal, mais venez, allez-y, amenez-nous du monde. Et vous allez voir que les prix ont baissé. Si demain on libéralise sur la Casamance, mais vous allez voir que les prix vont baisser. C'est ça la solution. La venue du chef de l'État est porteuse d'espoir pour ces acteurs du tourisme qui souhaitent la réouverture de la station balnéaire de Kafountine et Abéné et la prolongation de la saison touristique. Des actions salvatrices pour booster le tourisme en Casamance, fleuron de l'économie régionale. Cette place mythique sera témoin demain d'un grand événement puisque c'est ici que le chef de l'État va procéder au lancement du projet Pôle Développement Casamance ou si vous préférez PPDC. Ce projet économique va de pair avec la nouvelle démarche politique de la décentralisation définie par l'acte 3. Alors, qu'est-ce qu'un pôle de développement? Quel est son impact pour la région sud? Élément de réponse avec Pape Madi Diop. Le projet pôle de développement de la Casamance, d'un montant de 20 milliards de francs CFA, va démarrer dans quelques jours. Et à présent, ce n'est plus qu'une question d'heure. Annoncé le 31 décembre par le président Sall lors de son discours à la nation, le projet Pôle Développement Casamance, 2 mois et 15 jours après, est en phase de réalisation. C'est une démarche qui est cohérente, qui est constante et on l'a vu à Kolda, lorsqu'il s'agissait de lancer les travaux de la RN6, le président est venu et il a profité de l'occasion pour annoncer un vaste programme spécial en matière d'infrastructure. Donc c'est encore une fois un amour qui est renouvelé pour la Casamance, un attachement pour la Casamance, un attachement pour l'unité nationale. Parce que justement, lorsque la Casamance sera développée, je pense qu'on va raffermir la cohésion sociale, on va raffermir l'unité de ce pays. En effet, le PPDC, qui est un projet économique structurant, présente 3 axes majeurs. Une première composante qui cible essentiellement la productivité agricole dans les filières telles que la riziculture, l'ostréiculture et l'horticulture. Une seconde composante qui a trait à l'accessibilité rurale, parce qu'effectivement, il faudrait permettre l'écoulement des productions issues de la première composante. Et une troisième composante qui a trait à la mise en œuvre du projet, la coordination, la gestion et le renforcement des capacités. Lors de sa formulation, le PPDC a bien pris en compte les spécificités de chaque région, des 3 qui composent la Casamance naturelle. Tout ce qui concerne l'ostréiculture, c'est seulement Ziguinchor. Par contre, ce qui est commun à toutes les régions, c'est le riz. Donc la riziculture est une filière de toute la Casamance, donc va concerner toutes les régions. Si on prend l'accessibilité rurale, il y a pour la région de Ziguinchor la réhabilitation de pistes de production, environ 200 km. Par contre, pour le traitement des points critiques, c'est concentré dans la région de Sédhiou. Son impact sera-t-il réel? En tout cas, les populations aspirent à un renouveau. 30 ans de crise, ça suffit. C'est une démarche justement qui, disons que, lance un message aux Casamancés et donc pour le dire clairement qu'il est là pour la paix, qu'il est là pour le développement de la Casamance. Heureusement qu'il a des partenaires comme la Banque mondiale qui veulent l'accompagner dans cette politique. Voilà. En lançant le PPDC, l'État du Sénégal est ainsi en phase avec l'ordre mondial qui exige que les collectivités locales se départissent de leur indépendance vis-à-vis de l'État. Le président Macky Sall ne fera-t-il pas finalement d'une pierre deux coups en lançant l'acte 3 de la décentralisation à Ziguinchor? Voilà le président de la République Macky Sall qui est donc attendu demain ici à Ziguinchor. Une visite importante pour les Ziguinchorois, mais aussi une visite importante pour les autorités politiques de la région. Elle lance un appel afin qu'un accueil triomphal soit réservé au chef de l'État qui vient dans cette région pour la 2e fois. Suivons ce reportage. C'est presque toute la ville de Ziguinchor qui a fait sa mue. Le rond-point Aline Sitoé Diatta, lieu de la cérémonie de lancement du PPDC, est aux couleurs symboliques. Les responsables de la ville ne sont pas en reste. La Casamance tout entière est mobilisée. Toute la Casamance, je dis bien, les 3 régions, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, avec leurs 9 départements.
c'est dire que nous devons faire une mobilisation exceptionnelle. Pourquoi? Parce que à exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. C'est la première fois depuis qu'on est indépendant qu'un président de la République honore la Casamance en venant rendre visite à la Casamance pendant 3 jours. Je dis bien 3 jours. Ça, c'est vraiment exceptionnel. La visite du président Macky Sall doit mobiliser toutes les populations de la Casamance naturelle. Son intérêt est sans appel. Le premier magistrat de Ziguinchor, la ville haute, monte au créneau. Je me félicite d'abord de cette visite du chef de l'État et j'ai demandé à toutes les populations, à tous mes partisans sur le plan politique, de façon générale à tous les Casamanciens de lui réserver un accueil chaleureux et un accueil digne de son rang. C'est l'ordre de toute la Casamance. C'est l'ordre de la ville de Ziguinchor et par conséquent nous allons l'accueillir comme il le mérite. Durant son séjour, le président Macky Sall sera à l'écoute des différentes couches de la population afin d'apporter des solutions à leurs préoccupations. Ibrahima Diédhiou, donc c'était là l'essentiel de l'actualité ici à Ziguinchor. Sachez que demain, le président de la République procédera au lancement du projet développement Casamance. Ce sera ici, sur cette place mythique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il aura des audiences, mais sachez que vous ne raterez rien puisque la RTS s'est déployée pour faire vivre à ses téléspectateurs tout ce qui se passera ici à Ziguinchor. On annonce l'arrivée des populations de Kolda, de Sédhiou. Enfin, tout ce bon monde se retrouvera demain et le chef de l'État est attendu aux environs de 11 h demain et il sera accueilli par le chef du gouvernement, le Premier ministre Aminata Touré. Merci François Sec pour cette incursion pleine de couleurs, mais notamment en vert et blanc. Nous étions dans la Casamance naturelle. Merci à toutes nos équipes sur place. 16 000 unités de matériel agricole pour un montant de 3 milliards. C'est un premier lot destiné au monde rural dans le cadre de la campagne agricole 2013-2014. Une promesse électorale tenue par le chef de l'État qui a décidé de faire de l'agriculture le socle de notre développement. La réception de ce matériel a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans les locaux de la CISMAR. Penamoa. Le docteur Papa Abdoulaye Seck, chargé de piloter la politique agricole du gouvernement sénégalais, ne veut pas perdre un seul instant. Aujourd'hui, sa préoccupation première est de réaliser le souhait du président de la République, à savoir faire de l'agriculture le moteur de notre croissance. Et pour y arriver, il faut acquérir, entre autres, un matériel agricole de qualité. Et c'est le cas avec ce premier lot destiné au monde rural pour la campagne 2013-2014. À travers cette opération, nous voulons mettre à la disposition du monde rural 16 800 unités de matériel de culture attelé. En agissant ainsi, il est aussi important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une fin d'opération. Il s'agit plutôt de tout un processus de mécanisation de notre agriculture. Les acteurs présents à la cérémonie se disent optimistes par rapport à cette présente politique agricole dont la mise en œuvre est confiée à la tutelle. L'option du président Macky Sall est exécutée par un homme, Dr Papa Abdoulaye, qui croit effectivement à cela et qui a des convictions claires, une position claire par rapport à l'agriculture. Quand on voit tout le matériel qui est stocké, nous pensons que nous sommes en train d'amorcer une voie qui permettra au monde rural d'émerger, au monde rural de pouvoir disposer d'équipements. Ce matériel agricole confectionné par la main-d'œuvre locale via la CISMAR fera l'objet d'une distribution transparente. Dans chaque zone, nous aurons une commission composée de l'administration territoriale, composée du directeur régional du développement rural, composée des élus locaux au niveau de la zone
composer des organisations professionnelles les plus significatives. Alors, fort de ce dispositif, nous pensons que nous sommes véritablement dans une logique de transparence. Un autre lot de matériel agricole est attendu avant la fin de la campagne agricole 2013-2014 pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Tout ceci pour une agriculture moderne, compétitive, pouvant nourrir le Sénégal. Et puis le PAM et la JICA offrent des cuisines aux magasins de stockage, mais également des réfectoires à 8 écoles de la région de Louga pour améliorer les cantines scolaires, une infrastructure qui a coûté 80 millions de francs CFA et dont la cérémonie de réception s'est passée à l'école élémentaire Kirdiom du département de Kébémer. C'est Seynabou Diourane. La conférence a essentiellement porté sur 2 thèmes. L'organisation du cerveau et l'impact général de l'état sanitaire de l'enfant sur la qualité des apprentissages. Des conseils surtout axés sur l'hygiène de vie et une alimentation saine. Pour l'enfant, une alimentation moins grasse, moins sucrée que celle que nous avons actuellement et beaucoup d'exercices physiques. Le but visé est qu'il y ait un changement de comportement. Même au niveau du ministère, il sera peut-être utile qu'il y ait des discussions pour revoir certains rythmes scolaires, voir le calendrier. J'ai retenu quelques recommandations fortes qui consistent à ne pas négliger l'éducation physique à l'école élémentaire. Elle est fondamentale. Aussi à ne pas stigmatiser les enfants obèses ou bien qui ont une surcharge pondérale. À éviter aussi les aliments trop sucrés, trop gras, trop salés. Le ministre de l'Éducation nationale, initiateur de cette conférence, a salué l'engagement du professeur Amadou Gallo Diop et celui du docteur Awombaou Kane. Serigne Mbaye Thiam a également invité les participants à la démultiplication des connaissances acquises. J'espère donc qu'au sortir de cette rencontre, nous comprendrons mieux et davantage l'organisation générale du cerveau, son fonctionnement, ses cycles d'éveil et l'importance d'une bonne hygiène de vie, d'un sommeil de qualité et de son impact sur l'enseignement. Cette conférence est la première d'une série d'activités qui seront animées par divers spécialistes de la santé et de la nutrition. Elle crée un lien entre le cycle de l'élémentaire et du moyen secondaire général et l'université. D'autres panels sont prévus dans le courant de l'année scolaire 2014-2015. Ce n'était pas le bon reportage. Nous revenons sur l'amélioration de la cantine scolaire. Le PAM et la JICA qui offrent des cuisines, magasins de stockage et réfectoires à 8 écoles de la région de Louga. La réalisation de ces infrastructures a coûté près de 60 millions de francs CFA. Cérémonie de réception à l'école élémentaire de Kirdiom dans le département de Kébémer. C'est Seynabou Diourane. Ce bâtiment est un complexe composé d'une cuisine, d'un réfectoire et d'un magasin de stockage des vivres de la cantine scolaire de l'école élémentaire de Kirdiom dans le département de Kébémer. L'infrastructure est offerte par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec la JICA. Grâce au réfectoire que la JICA nous a offert, nous préparons et mangeons en toute hygiène, en toute sécurité. Au nom de tous les élèves de l'école de Kirdiom, des parents d'élèves et des maîtres de l'école, je dirai encore merci JICA, merci PAM. Ces infrastructures participent de la volonté d'abord du gouvernement et de ses partenaires de mettre désormais l'accent sur l'amélioration de l'environnement scolaire. Kirdiom a accueilli la délégation venue inaugurer 7 autres complexes dans la région de Louga. Un projet PAM de près de 60 millions de francs CFA financé par la coopération japonaise. Ce geste du gouvernement japonais entre en droite ligne dans notre nouvelle vision de rendre plus opérationnelles les cantines scolaires appuyées par le gouvernement et le PAM. Le gouvernement du Japon vient de lancer une initiative que nous souhaiterons étendre à toutes les écoles au Sénégal. Les magasins que nous inaugurons aujourd'hui vont permettre à la cantine scolaire de mieux jouer son rôle dans la réalisation de l'éducation universelle à l'horizon 2015. À travers son programme alimentaire scolaire,
Le PAM appuie au Sénégal 3100 écoles élémentaires. L'objectif est de permettre aux élèves d'avoir au moins un repas chaud à l'école pendant les jours de classe. Célébration ce dimanche de la journée de la Caritas. Une messe a été dite à cet effet par le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar. Les fidèles chrétiens venus à messe ont réfléchi sur le thème « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». Retour sur les temps forts de cette journée à la paroisse Sainte-Thérèse avec Mansour Sow. Paroisse Sainte-Thérèse, Grand Dakar, point de ralliement des fidèles chrétiens de Dakar et environ. Ils sont venus communier en cette journée diocésaine de la Caritas autour du thème « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous, zéro pauvreté. Telle est notre réponse au fait qu'un enfant de Dieu sur 8 souffre encore de la faim à travers le monde. Un total de 1 milliard de personnes sur notre planète souffrent de la famine et du dénuement. Mourir de faim dans notre monde d'abondance est un scandale et ni le droit humain le plus fondamental, le droit à une alimentation adéquate. Nous devons penser à tout le monde. Aujourd'hui donc, dans le Sénégal, dans nos paroisses, dans nos CEB, plus personne ne devrait avoir faim. Ayons une oreille attentive pour nos voisins. Dans son homélie, son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr, a rappelé à l'assistance l'importance du jeûne dans la vie d'un chrétien. L'archevêque de Dakar d'exhorter les fidèles à la solidarité et au partage, deux valeurs cardinales prônées par Jésus. Cette manière de Jésus de nous aimer, en se faisant proche de nous, doit alors avoir des résonances dans le cœur et la conduite du chrétien. Chrétien, disciple de Jésus-Christ, comme l'indique encore le pape. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. Cette journée de la Caritas coïncide avec le deuxième dimanche du Carême. Elle a été un moment fort de plaidoyer et de partage entre fidèles chrétiens. Amour, charité, solidarité et partage sont autant de valeurs que les chrétiens du Sénégal considèrent comme un sacerdoce. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'école sénégalaise de Bandioul. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la découverte de la deuxième école sénégalaise à l'étranger. Il s'agit de celle de Jeddah, en Arabie Saoudite. Elle est née il y a une quinzaine d'années grâce à la volonté des Sénégalais de scolariser leurs enfants en français. Aujourd'hui, sa réputation dépasse largement le cercle de la communauté. L'école internationale sénégalaise de Jeddah est devenue une vraie référence en Arabie Saoudite. Nos envoyés spéciaux Alundia et Oumundour nous plongent au cœur de cet univers d'enfants. 8 heures à l'école internationale sénégalaise de Jeddah. L'hymne national s'élève dans la cour de ce petit bout de Sénégal en terre saoudienne. Ici pourtant, les Sénégalais ne sont plus tout à fait majoritaires. Parmi les 400 élèves se côtoient une vingtaine de nationalités, de la maternelle à la terminale. Je m'appelle Lynn Hamdan, je fais la classe de 5e, je viens du Liban. Je m'appelle Abdallah Habib Abdi, je fais la classe de 4e et je suis djiboutien. Je m'appelle Traoré Aminata Draman, je suis en classe de 6e, j'ai 11 ans, je viens de Côte d'Ivoire. Je suis dans la classe de C1 et je suis un Jean. Depuis son ouverture en 1999, cette école est devenue le lieu de convergence de tous ceux qui veulent scolariser leurs enfants en français sans toutefois devoir les envoyer à l'école française de Jeddah. Car à part celle-ci, l'école sénégalaise est la seule à offrir un programme francophone dans la capitale économique saoudienne. Nous sommes tunisiens, notre deuxième langue c'est le français, donc ça nous intéresse. Et aussi parce que j'ai trouvé ici un bon encadrement. You stand up. What's your name? My name is Marwa. Marwa, how old are you? Et la même diversité se retrouve dans le corps professoral. La prof d'anglais est gambienne. Sa collègue en charge de l'éducation religieuse est une soudano-tchadienne qui a cédé au charme de la mode sénégalaise.
La naissance de cette école a été portée à bout de bras par la communauté sénégalaise de Djeddah et les femmes y ont joué un rôle primordial, se souvient Fatou Koundoul. On nous avait appelés à l'aventure, donc on devait venir enseigner sans salaire. On portait nos enfants sur nos dos pour enseigner. Parce qu'en ce moment, ma fille qui est là actuellement en classe de première, elle devait avoir entre 1 an et demi, 2 ans comme ça. Voilà aussi ma collègue Madame Touré, elle a vécu le même calvaire que moi. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, ma fille, elle est en classe de première. L'année passée, on était venu au Sénégal avec ses 4 camarades. Donc elles ont eu leur BFM. Pendant longtemps, en effet, les élèves de 3e étaient obligés d'aller au Sénégal pour pouvoir passer l'examen du BFM au prix d'innombrables sacrifices. Pour plusieurs filles, ceci a sonné le glas des études. En 2004, les enseignants se sont regroupés. Ils ont renoncé à leur salaire de vacances pour faire transporter les enfants sur Dakar. Faire voyager une fille dans un pays inconnu ne semble pas rassurant. Donc souvent, il nous arrivait d'avoir des difficultés pour les jeunes filles qui sont arrivées, qui ne sont pas sénégalaises et qui sont arrivées au niveau de la 3e et qui ne soient pas, qui n'aient pas la chance de faire cet examen. Heureusement, cette question est aujourd'hui réglée. Depuis 2013, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a fait de Djeddah un centre secondaire d'examen du BFM. Reste toutefois à régler la question du bac. Pour que les enfants passent le bac, nous attendons Dakar, nous espérons qu'ils feront quelque chose en ce sens. Mais pour le moment, on les présente comme candidats libres à l'école au bac français. Mais la plus grosse épine dans le pied de cette école reste l'exiguïté des lieux et l'absence de subvention de l'État du Sénégal. L'établissement victime de son succès a du mal à contenir ses 400 élèves et le loyer coûte excessivement cher, 300 000 rials par an, environ 45 millions de francs CFA. Nous avons aussi beaucoup d'élèves qui sont dans les maisons qu'on ne peut pas vraiment inscrire et par manque de locaux. Depuis belle lurette, on a des promesses et cette année-ci, on espère bien, avec les demandes qu'on a fait au niveau de l'État, on espère avoir, par exemple, le budget alloué à cette école, Inch'Allah. L'offre pédagogique a aussi grandement besoin d'être revue en ce qui concerne surtout le programme sénégalais qui est en cours jusqu'en classe de 3e. Les livres dont je dispose ici, en géographie, on nous dit, là, le Sénégal est divisé en 10 régions, alors qu'on en est à 14. Et aussi, il y a eu d'autres changements. Malgré toutes ces difficultés, l'école internationale sénégalaise de Djeddah se bat au quotidien pour rester une école d'excellence. Ses résultats aux examens oscillent entre 95 et 100% de réussite. Une très belle façon de représenter le Sénégal en Arabie Saoudite. Sur le ciel européen, une impasse aujourd'hui. La population de la péninsule ukrainienne s'est déplacée en nombre ce dimanche pour voter sur le rattachement à la Russie. Une partie de la population refuse cette option. Le gouvernement de Kiev et les pays occidentaux considèrent que ce gouvernement est illégal. Ils sont déterminés. Les Tatars boycottent le référendum organisé en Crimée. Ils veulent rester en Ukraine et refusent d'être rattachés à la Russie. Nous ne voulons pas abandonner notre pays. Je préfère mourir pour la liberté, pour ma religion et mon peuple. S'ils décident que la Crimée doit devenir russe, alors les Tatars commenceront une guerre. Il n'y a pas d'alternative. L'histoire des Tatars de Crimée est marquée par la répression russe. Stigmatisée, puis déportée sous Staline, cette minorité musulmane est autorisée à revenir après la chute de l'Union soviétique. Toujours opprimée, ils ne représentent aujourd'hui que 12% de la population. Aujourd'hui, les Tatars de Crimée sont nombreux à penser qu'une nouvelle déportation est possible. Nous avons combattu pendant 50 ans pour retourner dans notre patrie. Nous préférons mourir ici que de subir une nouvelle déportation. 100 km au sud de la ville tatare de Bakhchitsaray, à Sébastopol, les sentiments sont tout autres. Orthodoxes et russophones, les Cosaques ne rêvent que d'une chose, quitter l'Ukraine et rejoindre le giron de la Russie, qu'ils appellent leur mère patrie. Nous avons grandi avec le sentiment patriotique. C'est pourquoi nous voulons vivre en Russie. Nous ne voulons pas d'un conflit avec l'Ukraine, mais nous voulons vivre en paix, unis avec la Russie. Quand la révolution a démarré à Kiev, les manifestants n'ont jamais pris en compte les voix de l'Est de l'Ukraine.
C'est pour cela qu'il y a ce référendum et je pense qu'il va passer. 99% des voix vont être pour le retour de Sébastopol en Russie. Dimanche, rien ne semblait pouvoir empêcher le rapprochement de la Crimée et de la Russie. Dernier rempart, l'ONU a échoué à faire interdire le référendum. Les Tatars de Crimée en seront les grands perdants. Le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie, objet donc d'un référendum. Un incendie d'une rare violence s'est produit hier dans une usine de recyclage de friperie à Diourbel. Les flammes ont presque tout emporté. Les pertes sont estimées en termes de milliards. Nous écoutons le lieutenant Maïe Kouyaté de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Comme vous le voyez, il s'agit d'un feu d'usine de textile, de fabrication d'habits, de friperies, ainsi de suite. Nous avons été alertés à 19h52 et à 20h02 déjà les premiers secours sont venus. Donc c'est les secours de Diourbel. Après maintenant quand ils sont venus, ils ont découvert que vraiment il y avait un embrasement pratiquement total de l'usine. Vu d'abord la matière qui brûle et le peu de vent qu'il y avait aussi, donc, qui a engendré donc, un embrasement presque total donc, de l'usine. Et ce qui nous a amené à amener des renforts qui sont venus de Touba et de Bambey. Et aussi nous avons l'hydraulique qui nous a amené aussi 2 citernes donc, pour essayer de gérer cette situation. Pour le moment, il y a eu affaissement donc, de tout ce qui est toiture, de tout ce qui est, je peux dire, élément porteur. La structure s'est affaissée parce qu'il y a eu un grand rayonnement. Et ce que je peux dire aussi, c'est que pour le moment, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque de propagation. La cause, je ne peux pas vous m'annoncer tellement sur la cause, mais par rapport à ce qu'a dit le gardien, parce qu'il y avait un court-circuit qui a engendré donc, ce feu. Mais ce sera éclairci par le constat et les enquêtes de la gendarmerie qui est là sur place. Football, 13e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1. Le Giraffe est champion de cette phase. L'équipe de la Médina a battu l'Union sportive de Ouakam sur la plus petite des scores, je vous le disais hier. Le Giraffe profite aussi de la défaite de l'AS Pékin 1-0 face à la Sunéor et du Port battu par le Dakar Université Club 4-2, compte rendu de ces 2 matchs avec Abdoulaziz Ban. Le choc Giraffe Union sportive de Ouakam a tenu toutes ses promesses. Pas de round d'observation dans ce début de match. Une rude bataille au milieu du terrain pour le contrôle de la balle. Des occasions de part et d'autre. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. En seconde période, on retrouve le scénario de la première avec un Giraffe plus entreprenant. L'équipe de la Médina multiplie les assauts devant le but wakamois. 48e minute, sur une action bien menée, Papsiré Diab hérite du ballon, fait une passe à Fidel Gomis qui ouvre le score pour le Giraffe. Menée par un but à 0, l'équipe wakamoise tente de revenir au score, se crée des occasions mais bute sur une solide défense du Giraffe. Les protégés de Abdoulaye Sarr gagnent le match par un but à 0. On essaie de jouer les matchs pour les gagner, même si on ne peut pas toujours gagner. Bon, prendre la première place, c'est bon au moral, mais le championnat est loin d'être terminé. Bon, c'est une place honorifique, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, au plan mental et au plan surtout technico-tactique. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, on a eu un match plein. J'en profite pour féliciter l'équipe de Ouakam, qui affectionne le jeu. Et c'est ce que je dis toujours, quoi. Il faut respecter le football en proposant quelque chose. C'était un match plein au plan de l'engagement. Ça prouve que toute chose a une fin. On était sur une bonne série. Et aujourd'hui, on tombe sur une grande équipe du Giraffe et on va continuer à travailler. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, mais comme j'ai dit, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On était sur une bonne dynamique, mais aujourd'hui, l'avantage a tourné au nom du Giraffe et nous acceptons la défaite. En levée de rideau, le port autonome de Dakar s'est lourdement incliné face au Dakar Université Club. 4-2, les buts des étudiants sont signés Papis Dembokoli à la 29e minute. Blaise Sédar Diouf dans un raid solitaire inscrit le 2e but. On joue la 33e.
À la 62e minute, Babacar Dieng profite d'une mésentente entre le portier et son défenseur pour marquer. Et Papis Dembo Koli, sur cette belle frappe, inscrit son doublé de la soirée. Avec cette deuxième défaite d'affilée, le port autonome de Dakar navigue en eau trouble. Son public l'attendait depuis 12 journées, c'est fait. La Sunéor a enfin signé sa première victoire à domicile lors de la 13e journée de la Ligue 1 face au leader, l'AS Pikine. Le score 1-0, ce succès va renforcer le moral des Diourbellois pour la phase retour. À Diourbel, Samsudou Ndiaye, Abdoulaye Bana. La Sunéor, enfin, prophète chez elle. Il a fallu 13 journées de championnat à l'équipe Fagnon du Baol pour signer enfin sa première victoire ce samedi à domicile. 1-0 face au leader, l'AS Pikine. L'unique but de la rencontre est inscrit à la 73e minute par Moussa Diédiou, bien servi par l'arrêt droit d'Aradiao. Le milieu offensif du Bellois délivre son public et son entraîneur. Premier match en tant qu'entraîneur titulaire, première victoire. Adama Diouf ne s'en glorifie pourtant pas. Il met tout sur le compte d'une bonne organisation. Lui aussi se fixe comme objectif le maintien, mais pas dans la pression. Nous nous sommes bien organisés au plan défensif. Nous avons réarmé moralement les garçons. Voilà le secret du match. L'objectif, c'est le maintien, sans la pression. Le maintien sans la pression, ça veut dire aller chercher le ventre mou du classement. 12e, 13e, on est toujours dans la pression. Mais 6e, 7e, on peut jouer le maintien sans pression. L'AS Pikine, qui aurait pu égaliser sur cette belle tête repoussée par Pape Diatta Ndiaye, tombe enfin face à un adversaire qui a su saisir sa chance, explique son entraîneur. Mais Alassane Dia évoque surtout la chaleur pour justifier sa défaite. On a manqué un peu de vivacité, de réaction. On a semblé subir un peu la chaleur ambiante qui a prévalu parce que bon... peut-être que pour les joueurs, Dakar c'est tellement bon et que donc aujourd'hui ils ont senti le coup de la chaleur. Mais ça fait partie aussi du championnat que de connaître des déboires comme ça. Je ne cesse de le dire. Pour gagner le championnat du Sénégal, il faudra être costaud. Ce revers vaut bien une leçon pour l'AS Pikine. Elle compte aborder la phase retour avec une meilleure préparation. La Sunéor, quant à elle, va l'aborder avec un mental fort après ce succès tant attendu. En attendant, elle reçoit ce mercredi le Jaraaf en Coupe de la Ligue. L'AS Pikine, ex-leader, qui perd donc sa place de leader de la phase allée de la Ligue 1 au profit du Jaraaf. Les deux équipes se rencontrent donc pour la phase retour. Empruntons à présent une pirogue pour aller à la découverte d'un lieu mythique chargé d'histoire, l'île de Niodior, ou le site des amas coquillages dans le département de Foundiougne. L'endroit préserve ses charmes, la pêche y est prospère et les anecdotes ne manquent pas dans cette île du Saloum que nous fait visiter Ibrahim Nanga. Un endroit chargé d'histoire, de mystère. Ce milieu était exclusivement réservé pour faire des prières pour nos ancêtres. Au moment où le Sénégal était confronté à la sécheresse dans les années 70, c'est ici que les ancêtres se rassemblaient pour formuler des prières et même dans d'autres circonstances. Bienvenue dans les amas coquillés. Nous sommes sur l'île de Niodior, l'une des 19 rochers du Gandol. Entre ses bras, le vieux Abdoussar vient de découvrir les os et des objets. Ces reliques appartiennent aux ancêtres. Pendant la période de sécheresse, nos ancêtres vivaient de fruits de mer, particulièrement les haches ou le pagne en wolof. Et toute personne qui mourait, on l'enterrait systématiquement avec tous ses biens. Ce qui fait que la plupart de ces amas de coquillages sont aussi des cimetières, parce qu'autant nos ancêtres étaient des animistes. Niodior, c'est aussi ce point de fortune de près de 2 km. L'ouvrage a longtemps permis aux villageois d'atteindre l'autre bout, là-bas, la forêt Dio. Dio au nom mandin qui signifie l'eau. Mais pourquoi alors une telle appellation dans un milieu serrère? La fondatrice de ce village vient de Gabou, en Guinée-Bissau. Mais elle est passée dans d'autres localités comme Joal avant d'arriver ici.
Elle s'appelle Bande Nyabou, c'était une femme. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Maj. Mais si on parle aujourd'hui sérère, c'est parce que nous sommes dans le Saloum. Avec une population de plus de 38 000 habitants, la transformation des produits halieutiques constitue l'une des principales activités en dehors de la pêche. Embarcadère du village, 13 heures, c'est l'embarquement. 30 à 45 minutes suffisent pour arriver à destination. Sur place, une centaine de femmes s'activent à la cueillette des fruits de mer. Il y a le coq qu'on dise le pagne, il y a aussi le yet et le toufa. Là, pour les pagnes, on utilise des paniers sélectifs, des pannes et aussi des sacs. On utilise un instrument qu'on appelle un bac de fer pour savoir toucher où se trouve la coque. Ça, c'est utilisé pour les yet et les toufa. En dépit de ces efforts quotidiens, ces femmes sont confrontées à certaines difficultés. Il nous faut des gants et des bottes pour sécuriser les femmes qui travaillent dans la mer. Et ça, c'est trop risqué parce que quand tu descends, tu ne vois pas, tu ne sais pas ce que tu vas trouver dedans. Si on avait des unités de transformation pour valoriser le produit, peut-être je peux dire qu'au moins nous viserons de certains marchés. Après 5 heures passées dans l'eau, le coucher du soleil marque le retour des femmes dans leurs foyers respectifs. Mais il faudra attendre le lendemain matin pour la transformation des produits. Différentes étapes sont à respecter. Au retour de la mer, on attend le lendemain pour que les arches libèrent le sable. Ensuite, on les bouillit. Après, on les éclate. S'ensuit le tri avec ce tamis spécial. Et enfin, on lave le produit avec l'eau propre avant l'étape finale qui est la vente. Niodior est essentiellement habité par des sérères. La culture occupe une bonne place dans le quotidien de ces insulaires. Ce tableau est axé sur le thème du mariage. Avant de donner la nouvelle mariée à son époux, on la prépare avec cette initiation qui consiste à couvrir la femme avec un pagne noir. Et autre chose, voici le tambi qui participe à la protection de la mariée et à toutes les personnes qui assistent à la cérémonie. Ces paroles lyriques de la tradition sérère riment avec le cadre enchanteur du milieu. Ici, les cocotiers font partie intégrante du décor du village. De quoi attirer l'attention des visiteurs. L'île de Niodior, le site des amas coquillés, plutôt des amas coquillages, une petite coquille dans la coque de notre reporter globetrotter Ibrahim. Donc, que vous soyez à Niodior, en pays sérère ou en Casamance chez les Diola. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Rendez-vous un peu plus tard dans la soirée pour d'autres informations.